Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre enfin à cette émission, les tribunaux de l'actualité. On vous retrouve donc pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. L'artiste écrivain Chateaubriand nous apprend ceci: les institutions passent par trois périodes, celle des services, celle des privilèges et celle des abus. Bonne méditation en cette journée du 17 décembre 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Avec ce matin, la complicité du juge au siège présent, Geoffroy Var. Bonjour. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être à cette tribune et merci également à l'équipe de réalisation et merci surtout à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions rediffusées. C'est à partir de 21h30 sur True TV et 22h temps universel sur Watt FM. Et merci encore une fois de cette fidélité sans cesse renouvelée. Alors, on va, comme vous l'aurez compris à travers la citation, on va parler de la gouvernance des institutions. On apprend que le climat social n'est pas des plus serrés, en tout cas au sein de l'École nationale de l'élevage et de santé animale, ENESA. La gestion du personnel de l'école par le directeur général est au centre de vive récrimination. Sa récente décision, va-t-on dire, de fin du détachement de 5 agents de l'école, tous travaillant à la clinique, ne finit pas d'alimenter les protestations. Des agents affectés en remplacement refusent de rejoindre leur clinique. On avait suivi cette actualité. Que se passe-t-il exactement? Les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais en tout cas, nous souhaitons en savoir davantage. On va en profiter aussi pour parler de la performance de cette école qui, vous le savez, vieille de plus de 40 ans, il y a seulement quelques temps, avait aussi annoncé s'être doté en tout cas de plans d'action opérationnel et de développement pour en faire une école de référence. On en parle ce matin avec son premier responsable, en la personne du directeur général de l'ENESA, Dr Dieudonné Diala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lukman Sanfo. Merci. Merci de nous avoir invités sur votre plateau, tribunal de l'actualité. Merci bien. Merci beaucoup. Merci de saluer aussi mon juge au siège. Oui, monsieur Geoffroy Var. Bonjour. Monsieur le juge, je pense que je ne voyais pas le taux jour rouge, mais je pense bien que ça ira. Ça ira. Oui. On espère bien. Nous sommes à vous. Merci de répondre donc à cette convocation. Mesdames, messieurs, voici la première partie, les avant-propos, et ça va être avec Geoffroy Var juste après. Merci de nous répondre, en tout cas de nous rejoindre, va-t-on dire, à cette émission du tribunal de l'actualité. Geoffroy Var, qu'avez-vous à nous partager en cette matinée? Oui, merci président. J'avais fait un avant-propos il y a, je sais pas, quelques jours, 2 jours je crois, avec les plaintes répétées notamment d'abonnés de l'ONEA, l'Office national des eaux, et il y avait en tout cas de façon récurrente ces plaintes-là et ces craintes, notamment de demandeurs de services de l'ONEA, qui trouvaient que les factures avaient gonflé. Et là-dessus, j'avais fait un avant-propos et je disais il est important pour l'ONEA de s'expliquer et puis de corriger si d'aventure il y a des éléments à corriger. Et je viens féliciter déjà la démarche de l'ONEA parce que juste après l'avant-propos, ils ont pris attache avec certains journalistes, déjà parce qu'ils ont une veille, ils se rendent compte qu'ils sont très interpellés, et puis expliquer un peu le modèle sur lequel ils sont aujourd'hui, et puis pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un certain nombre de plaintes. Moi j'ai fait en gros 2 heures avec eux à comprendre de façon détaillée comment le procédé est fait pour qu'il y ait à la fin les factures que nous recevons, depuis la question du relevé des index, il y a un certain nombre d'éléments, et puis comment au détail aussi ils ont les consommations de chacun voilà, dans leur base de données. Maintenant, ça c'est une réalité. Maintenant, il y a aussi que on va dire le client, lui aussi a sa perception. Je suis même allé avec quelques cas, parce qu'on avait des plaintes récurrentes. Moi, j'ai pris quelques cas, donc quelques factures, pour qu'on puisse bien regarder dedans, parce que c'est des factures, je regardais, vous êtes à une consommation qui est à un certain taux, et puis après, vous avez l'impression que ça a vraiment gonflé. J'ai eu plein d'explications, en tout cas, j'ai eu toutes les explications qu'il fallait, mais je retiens quelque chose. Moi, je retiens quelque chose, d'abord, c'est la promptitude à vouloir répondre
aux incompréhensions qu'il y a et puis de vouloir y apporter une solution. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, je pense que tout arrive à se résoudre, ne serait-ce qu'en partie, dans le dialogue qu'on a et les explications qu'on se donne. Ça permet peut-être à chacun d'avoir les meilleures clés de lecture. Moi, je suis revenu, en tout cas, comment dire cela ? Je suis revenu avec j'étais parti avec des interrogations, je suis revenu avec des réponses. Mais le plus important, c'est ce que je disais, ce n'est pas tant de faire une communication globale, parce que les gens sont dans du cas. Donc il faut le régler presque au cas par cas. C'est-à-dire, mon cas à moi n'est pas le vol. Je me dis, bon, écoutez, il y en a aussi qui ne se plaignent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu de variations si graves. Mais ceux qui les ont reçus, qui sont vraiment nombreux, ça devrait pouvoir s'expliquer en posant leur cas. Et bon, il y a une dynamique qui est en train d'être lancée, c'est ce que j'avais appris au niveau des agences, pour ceux qui ne comprennent pas ou bien qui pensent qu'il y a eu des erreurs, qu'ils puissent aller en agence et que des explications leur soient données de façon plus posée. Et là, je pense qu'ils vont renforcer leurs équipes d'agence pour qu'il y ait cette fluidité-là dans la réception et puis dans le traitement des plaintes que les abonnés ont. Je pense que c'est déjà une bonne démarche. C'est ce que je salue, parce que rester dans le mutisme ou bien dans le déni ou bien dans la négation, c'est ce qui pose souvent problème. On aborde le problème ensemble, on essaie de le comprendre, et puis s'il y a lieu de corriger un certain nombre d'éléments, ça se corrige. Et je crois que c'est cette communication-là qu'ils sont en train de mettre en place. Et puis, voilà, on espère que ça va donner, parce que les plaintes sont nombreuses, et nous, notre rôle, c'est de faire que ça porte un peu plus. Je pense que c'est notre rôle en tant que média, pour que l'interpellé puisse apporter des réponses. Je pense que c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et j'espère que la dynamique dans laquelle l'ONIA va permettre de résoudre le problème qu'on a aujourd'hui. Et puis bon, j'ai vu aussi que les factures qui venaient, il y avait un genre de... parce qu'on était dans un pic aussi, quoi qu'on disait, avec la période de Covid et tout. Bon, enfin, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Et puis bon, on voit comment les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Je pense que c'est mon avant-propos. Il y a des plaintes qui sont là, il faut que ce soit traité. Et c'est bon que l'ONIA se saisisse du problème et ne se dise pas non, il n'y a pas d'erreur, c'est pas notre problème, c'est pas non. Ils sont dans une dynamique de s'expliquer. Je pense que ça, c'est à saluer. Et que chacun aussi prenne sa facture et aille voir et comprendre ce qui se passe en agence. D'accord. Merci à vous pour ce regard donc sur cette actualité liée on va dire aux différentes prestations de l'ONIA qui font écho dans les différentes plateformes d'expression citoyenne. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont porté justement cette voix-là. Alors, on va maintenant parler, comme on l'a dit, on a l'habitude de le faire aussi à cette émission, la gouvernance des institutions au niveau du Burkina Faso. Et il y a de cela un an, nous recevions, sinon la télévision True TV faisait un zoom sur une institution, à savoir l'École nationale de l'élevage et de santé publique, ENESA, parce que justement c'est une école qui fêtait ses noces d'émeraude, c'est-à-dire 40 ans d'existence, et on avait vu à la tête en tout cas d'une équipe dynamique un directeur général qui avait affiché autant d'ambition pour l'école. À notre grande surprise, on attend depuis quelque temps aussi parler de ce climat social qui n'est pas des plus serein au niveau de l'ENESA. On parle de la gestion du personnel de l'école qui en tout cas est au centre de vive récrimination. Il nous apprend que les choses sont rentrées dans l'ordre, mais nous souhaitons comprendre le fond du problème et voir effectivement comment est-ce qu'on peut éviter d'aventure en tout cas ce type de situation, parce qu'il y a eu grève de niveau des élèves de l'école. Alors on en parle ce matin avec Dr Tiala. Encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. Commençons par faire connaissance de l'ENESA pour ceux qui n'en savent pas. Plus de 40 ans d'existence pour une école de formation sur les métiers donc, de l'élevage et de la santé animale. Qu'est-ce qu'on peut savoir déjà sur cette école en termes de mission et des prérogatives assignées? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Vous me donnez vraiment cet insigne honneur ce matin de pouvoir me prononcer sur notre institution qui me tient à cœur. C'est une institution que je porte de tout cœur et je me battrai pour que l'ENESA puisse prospérer et être une école d'excellence comme vous l'avez annoncé. Et il faut dire que l'école, vous avez dit tantôt 40 ans, mais l'école est plus vieille que 40 ans. L'école a été créée en fait en 1957. C'est l'une des toutes premières écoles professionnelles au Burkina, créée en 1957, mais c'était sous l'appellation École des infirmiers vétérinaires. À l'époque, et il a fallu attendre jusqu'au 30 mai 1979 par décret présidentiel pour une mutation de nom, et ça a donné le nom actuel
qu'on a, ENESA, École nationale de l'élevage et de la santé animale. Comme vous l'avez dit tantôt, quand nous sommes arrivés à la tête de cette institution, nous avons vraiment l'ambition, et nous avons toujours cette même ambition, pour que cette école puisse rayonner et donner effectivement une belle image de notre pays, non seulement dans la sous-région, mais aussi à l'international. Et c'est dans ce sens-là que nous avons tout de suite mis en place ce qu'on appelle un plan stratégique de développement. Et on se disait, dans ce plan stratégique de développement, il fallait donner une bonne image, un rayonnement, une visibilité à cette institution. D'où l'idée effectivement de célébrer les 40 ans. Parce qu'on avait voulu faire, si on veut compter à partir de 1957, c'était en 2017 qu'on devrait faire les 60 ans. C'était comme un rattrapage alors? Voilà, et moi, nous, personnellement, notre équipe, nous sommes arrivés le 30 novembre 2017, à la tête donc de l'institution. On ne pouvait plus organiser quelque chose. Donc nous, on s'est dit, dans notre plan stratégique de développement qui est de 2018 à 2022, on a prévu donc donner une visibilité, d'où effectivement, on est dans les archives, on s'est rendu compte que le 30 mai 1979, effectivement, le nom ENESA était arrivé. Et du coup, on a saisi cette opportunité pour célébrer les 40 ans du nom de l'école, d'où Nos Émeraudes. Sinon, l'école est un établissement public de l'État à caractère administratif depuis 1898. Hein. Mais il a fallu attendre 2017 pour que ça soit un établissement public de l'État à statut particulier. Et aujourd'hui, on a un organigramme avec une direction générale, avec un secrétariat général, avec 6 directions, donc avec beaucoup de services naturellement. Et l'ENESA est une institution, comme on l'a dit, qui vit, qui fonctionne avec des missions. La principale mission, c'est de dispenser la formation dans les domaines donc, de l'élevage, de la santé animale, aux étudiants nationaux et étrangers, et de l'administration publique et privée, puisque nous accueillons également du privé et du public naturellement, parce que l'État burkinabé recrute des candidats sur les candidats directs, concours directs ou sur concours professionnel qui rentrent. Et également, il y a ce qu'on appelle les tests qu'on organise pour recruter l'effectif complémentaire. Donc, on organise également des stages de recyclage et de perfectionnement, donc à la demande. Nous organisons aussi souvent, on ouvre ce qu'on appelle offrir l'appui conseil et toute prestation de service, donc dans notre domaine de compétences, naturellement dans le domaine de l'élevage et de la santé animale. Voilà. Et entre autres également comme mission, pour terminer, par rapport aux missions, c'est d'entreprendre des activités de recherche appliquées dans le domaine donc, de la formation en élevage et en santé animale, d'où la notion recherche-développement. Et voilà un peu. Vous avez parlé tout à l'heure des conditions de recrutement pour accéder donc à votre école, l'ENESA. Vous avez parlé d'effectifs complémentaires, mais quand on regarde un peu les effectifs de ces dernières années, j'ai été un peu intrigué de constater qu'il y a plus de personnes venant du privé plutôt que au niveau de l'État. Comment on peut expliquer cela? Une très belle question. Monsieur le Président, il faut reconnaître, puisque aujourd'hui le domaine de l'élevage est un domaine, quoi qu'on dise, qui produit non seulement de l'emploi, et c'est aujourd'hui avec l'entrepreneuriat agricole que nous avons essayé de développer depuis un certain temps. Donc, c'est un pourvoyeur d'emploi, si vous voulez. Et le besoin est là. Et si vous avez remarqué, depuis un certain temps, le gouvernement a pris un décret pour pouvoir autoriser même l'ouverture des écoles privées dans le domaine de l'élevage et de la santé animale. Cela veut dire qu'il y a le besoin, il y a la demande est là. Alors que l'offre, souvent, n'est pas aussi au rendez-vous. Donc, l'ENESA, École nationale de l'élevage et de la santé animale, est la seule école de l'État au Burkina, présentement. Alors, l'État a des ambitions. L'État veut qu'il y ait des agents formés. Parce qu'un pays qui veut se développer, il faut forcément qu'il mette l'accent sur la formation de la jeunesse. Et pour former la jeunesse, il demande des moyens. Et les places assises ne sont pas aussi au rendez-vous. Donc, l'école, aujourd'hui, l'État ne peut pas recruter
puisque je vous ai dit, c'est des fonctionnaires. Et selon les besoins, vous connaissez, et les moyens de l'État. Chaque année, voilà, on va dire, cette année, on va ouvrir tel nombre de postes, et pour l'élevage, voilà. Maintenant, comme c'est un EPE, établissement public de l'État, l'État nous donne l'autorisation de faire des effectifs complémentaires pour pouvoir avoir un peu d'argent aussi pour fonctionner. Parce que les établissements publics de l'État vous donne, c'est-à-dire une autorisation de fonctionner et de s'auto-financer. Et c'est là on nous dit, vous pouvez recruter un certain nombre d'étudiants selon votre capacité d'accueil pour pouvoir fonctionner et former dans ce dont l'État a besoin et que l'État a envoyé sur des bourses, parce que les fonctionnaires qui sont envoyés pour former, c'est des boursiers de l'État. Et comme l'État n'a pas beaucoup de moyens, il envoie un certain nombre et nous formons des privés. Et ces privés-là, leur vocation, c'est d'aller s'installer dans leur propre compte, être leur propre patron, produire pour qu'il y ait suffisamment à manger et à boire au Burkina Faso. Parce que, tout simplement, vous savez bien que sans le développement du secteur primaire, il n'y a pas de développement économique et social durable. Parce que si nous mettons la charrue devant le bœuf, souvent ça pose problème. Si on commence à vouloir développer le secteur tertiaire, le secteur secondaire, sans développer le secteur primaire, c'est un sérieux problème. C'est pourquoi aujourd'hui, il est impératif que nous développons le secteur primaire, qui n'est rien d'autre que l'agriculture avec grand A, bien sûr l'élevage, qui est le moteur du développement de l'agriculture, si vous voulez, parce que pour de façon embryonnaire, c'est d'abord la daba, ensuite il y a le bœuf, la charrue, les animaux de traction, la traction animale. Et pour cela, il faut des animaux en bonne santé et des animaux qui puissent bien faire la traction. Et dès le début de l'hivernage, il y a production. Et s'il y a une production en abondance, naturellement, le producteur lui-même, il va songer à améliorer ses conditions de travail et de vie naturellement. Et c'est dans ce sens-là qu'il va tout de suite commencer le surplus à vouloir transformer, d'où le secteur secondaire, la transformation. Et ensuite, il va payer sa machine, les tracteurs, et il va produire, et naturellement, il y aura le développement industriel. Et voilà un peu ce à quoi nous aspirons fortement pour surtout encourager l'entrepreneuriat agricole, que ceux qui viennent se former en privé puissent être vraiment le levier du développement économique et social durable au Burkina Faso. D'accord, rassurez-vous, on aura l'occasion d'avoir plutôt un jugement plus précis donc, sur votre vision en termes de développement de ce secteur-là. Mais je ferai des questions d'entrée. Allez-y. Moi, j'aurais d'abord une première question de généralité. Je regarde, vous êtes à... moi, si mes chiffres sont pas bons, vous le dites, à moins de 3000 formés. C'est bien cela. C'est de 2900, en gros. C'est en 40 ans. Mais je ne comprends pas, on est dans un pays qui est, on dit 80% des personnes en âge de travailler sont dans le secteur primaire, et puis en 40 ans on ne forme que 3000 dans ce domaine-là qui est pourvoyeur d'emploi. C'est le désintérêt des Burkinabés de façon générale, des populations, ou bien c'est les capacités d'accueil et de formation qui ont fait qu'en 40 ans, on a formé moins de 3000 personnes. Très belle question, monsieur le juge. Il faut dire l'un ou l'autre, les deux à la fois. Capacité d'accueil, naturellement, parce que l'ENESA, si vous avez constaté quelques années en arrière, il y avait très peu d'infrastructures, effectivement, et la capacité d'accueil était très faible. Aussi, il faut noter qu'il y a aussi... ce que l'État envoyait aussi était très très faible, il faut reconnaître cela. Et il faut aussi dire qu'il y avait une question aussi de mentalité qu'il faut reconnaître, parce que quand moi-même personnellement, quand je suis allé, j'ai fait d'abord l'université de Ouagadougou, après Ouaga, j'ai eu la chance d'aller à Dakar pour aller faire la médecine vétérinaire. J'avoue que quand je suis rentré et ma grand-mère m'a demandé « Qu'est-ce que tu allais faire à Dakar ?» J'ai dit « Moi, je suis allé faire la médecine vétérinaire. » Il dit « C'est quoi ?» Il dit, bon, tout ce qui est santé animale. Il dit, toi aussi. Pourquoi tu vas aller soigner les animaux? Toi, tu ne veux pas soigner les hommes, et puis ces animaux, tu es soigné. C'est-à-dire, les gens n'avaient pas compris c'est quoi le vétérinaire. Alors que le vétérinaire, d'autres même disent, ni sans docteur, comme les moussis le disent, celui qui doit les pique-bœufs. Ah non, le vétérinaire, c'est pas que ça. Le vétérinaire, c'est plus que ça.
Et d'ailleurs, la formation vétérinaire, le docteur vétérinaire, c'est, comme on le dirait, c'est comme une formation, comme un bac D. Donc c'est un doctorat où on a du tout dedans. Il y a la médecine humaine, il y a la médecine sur les animaux, il y a la pharmacie, il y a même l'économie rurale, bien sûr, comment gérer. Donc tout ça, ça veut dire que tu es vétérinaire. Si tu es une fois vétérinaire, tu as la possibilité d'être orienté dans beaucoup de domaines. Donc tu as beaucoup d'arcs à ta corde, à ton arc du moins, et cela te permet d'être vraiment polyvalent. Donc aujourd'hui, je pense que le Burkinabé a compris que le développement, comme je viens de le dire, n'est rien d'autre que d'abord à la base, c'est-à-dire le développement de l'agriculture. Les grandes puissances dont nous voyons aujourd'hui, au départ, ils ont mis l'accent sur le secteur primaire, l'agriculture à grand A et dans l'élevage. Aujourd'hui, la France, le surplus de lait, il y a l'excès de lait et il y a un quota dont le surplus de lait est versé. Mais chez nous, combien de gens boivent du lait frais? Alors que les normes disent qu'il faut boire au moins 25 litres de lait frais. Au moins 25 litres de lait frais par an pour une bonne personne normale. Ça, c'est les normes. Or, au Burkina, combien sont ceux-là qui boivent du lait frais? Il n'y en a pas, c'est du lait en poudre. C'est le surplus qu'on jette en Europe, que les gens récupèrent, ils collectent ça et ils vont transformer ça dit sous haute pression à plus de 500 degrés Celsius. Et ça va donner des poudres, on appelle ça le poudre de lait. Mais les gens appellent de façon péjorative lait en poudre, ce sont ces poudres de lait. Et ce poudre de lait, si vous regardez sur les boîtes, les emballages, vous allez voir bien sûr que c'est mis enrichi en vitamine A, en vitamine E, puisque la chaleur détruit tout. Protéines, vitamines, et il faut ajouter des oligo-éléments, des vitamines pour que ça puisse être comme du lait, un aliment complet. Donc ça veut dire que ce que nous buvons comme du lait, le lait en poudre, ce n'est pas bien. En Europe, personne ne boit ça. Les cérélacs, c'est les cérélacs qu'on donne au nouveau-né qui a d'autres compositions. Et nous, c'est ça que sur ça, nous, on se riche, vous voyez. Et si vous regardez également, les gens n'avaient pas compris qu'à travers l'élevage, on peut être vraiment très riche. Comme je le disais, et une fois sur un plateau, j'ai eu à évoquer, j'ai pris l'exemple sur le couple Ravalomanana en Madagascar. Ils avaient fait des études dans le domaine de l'élevage et ils sont sortis avec son épouse, bien sûr. Ils ont mis en place les unités de production et c'est avec ça qu'ils sont devenus milliardaires et ils ont même battu campagne de devenir président. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris. Beaucoup de jeunes, il y a l'engouement aujourd'hui. C'est pourquoi, si on lance les tests pour complément d'effectifs, on se retrouve avec plus de 2000, 3000 candidats, alors que nous ne pouvons prendre que quelques-uns. Donc souvent, il y a une pression énorme. Et que fais-je? Que faire en ce moment? Ça pose beaucoup de soucis et c'est pourquoi je pense que dès le départ, les gens n'avaient pas compris. Je me dis, mais avec la sensibilisation, aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat agricole, avec la culture de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes ont compris que l'élevage et la santé animale est très bien et même peut faire vraiment quelqu'un, en tout cas un jeune qui veut être un grand patron, son propre patron, il peut le faire et s'installer dans son propre compte, produire suffisamment pour pouvoir manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la demande. Puisque j'ai dit l'offre et la demande, il y a toujours un divorce. Par exemple, si on prend les poulets, nous, c'est vrai, on a le label poulet bisquelette, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce poulet bisquelette, ça n'arrive pas à suffire. Si vous avez vu, ça coûte cher. Souvent, quand il y a la fête, on est en fin d'année, souvent on peut payer un coq à 5 000 et même plus souvent. Pourquoi ça? Parce qu'il y a divorce entre l'offre et la demande. Donc, si aujourd'hui on demande, on dit qu'il faut au moins, un homme normal doit consommer au moins 24 poulets dans l'année. Et j'aime faire cette anecdote en disant que il y a 12 mois dans l'année et généralement les Burkina, on pense que les plus nantis c'est les fonctionnaires, ceux qui travaillent, et généralement c'est à la fin du mois où monsieur il invite il a madame. Son salaire. Voilà, et puis il a pris un salaire, il est content, il vient à la maison le soir, il siffle même, il est tellement joyeux, il dit madame, prépare-toi, ce soir on sort. Madame elle se prépare, ils sortent, ils vont aller, tenez-vous bien, souvent on commande un poulet à 2 et avec un coca et puis peut-être une bière en passant et on rentre. Si vous calculez, dans l'année il y a 12 mois et s'ils sont sortis, un couple est sorti 12 fois, il y a 12 poulets qu'ils ont mangé. Ça veut dire que 12 poulets à 2 divisé par 2, chacun a mangé 6 poulets. Vous voyez qu'on est loin donc du quota de 24 poulets dans l'année. Donc vous voyez, or
si aujourd'hui, quand on regarde les pays comme le Sénégal, même aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui était loin derrière le Burkina, puisque c'était nous les pourvoyeurs. Votre question c'était ça. Parce que le Burkina Faso c'est un pays à vocation agro-silvo-pastorale. On dit tous les jours, on chante 80%. Mais pourquoi on est en retard aujourd'hui, puisque la Côte d'Ivoire même nous a dépassés en termes donc, voilà, même les poulets aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous commande plus comme avant, puisqu'ils en produisent suffisamment. Donc il faut que nous aujourd'hui on aille vers ça. Et je pense que la jeunesse a compris, et c'est pourquoi il y a l'engouement, les gens se forment, et par manque donc souvent de trucs, on voit même des clandestins qui se transforment, même des informaticiens, je m'excuse entre guillemets, qui se transforment en formateurs, en spécialistes dans le domaine de l'élevage, pour pouvoir dire, voilà, souvent on voit sur l'internet, sur les réseaux sociaux, ils lancent que formation en 5 jours, 35 000 par personne, et vous avez une attestation quoi, alors que si on regarde, on a qu'à enquêter, et il y a même l'ordre des vétérinaires qui est sur ça, pour pouvoir vraiment sanctionner. C'était d'ailleurs ma question avec cette prolifération de centres de formation de façon spontanée. Est-ce que c'est une menace pour une école comme l'ENISA, ou bien c'est une opportunité qui permet aussi aux gens de s'intéresser au domaine agricole et autres, et de l'élevage? Oui, c'est une opportunité. Pour moi, je pourrais dire que c'est une opportunité parce que l'État, si l'État n'a pas les moyens pour pouvoir mettre à la disposition donc, de la jeunesse pour être formée suffisamment d'écoles, normalement, on devrait avoir des écoles, en tout cas des succursales ou pourquoi pas des annexes, pourquoi pas, dans toutes les régions, au moins. Mais on n'a pas. Si on n'a pas, puisque nous on avait mis en perspective, nous sommes sur ça, mais si on n'a pas pour le moment, qu'est-ce que faire? C'est dans ce sens d'ailleurs, je pense que les plus hautes autorités ont autorisé l'ouverture de ces privés là, de ces écoles privées. Mais maintenant dans ce sens qu'il faut bien cadrer ces écoles privées là. Si c'est pas bien cadré, on va aller dans tous les sens et je vous jure, ça va être catastrophique si c'est pas bien cadré. Parce que la santé animale, c'est pas de l'amusement. Parce que c'est en amont de la santé humaine. S'il y a dégâts au niveau de la santé animale, s'il y a dérapage, ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur la santé humaine. Et ça... Il y a une corrélation. Une corrélation naturellement. Parce que 95% des maladies au niveau des humains sont d'origine animale. 75% sont zoonotiques. En ce sens, zoonotique, ça veut dire que les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés à sang chaud à l'homme et vice-versa. Vous comprendrez avec moi. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes permanemment en contact avec les animaux, dans notre environnement, à la maison. Qui n'a pas un poulet? Qui n'a pas un chien? Qui n'a pas un chat? Également, nous consommons les produits d'origine animale. C'est pourquoi vous voyez à l'abattoir, c'est les vétérinaires. Puis partout dans le monde, c'est comme ça. Si à l'abattoir, les animaux ne sont pas bien inspectés, tenez-vous bien qu'on va retrouver dans nos plats effectivement des problèmes. Notre chance est que le plus souvent, il y a une forte cuisson. Et cette forte cuisson de nature, naturellement, les protéines, les vitamines, ça veut dire que souvent on mange des bouillons, mais pas de la viande en fait. Justement, pour revenir à ce que je dis, la question des effectifs, j'ai dit c'est quoi 2900 informés en 40 ans. Et puis quand vous regardez 2018-2019, vous avez plus de 680 élèves. Vous voyez, c'est-à-dire en 40 ans, on forme 2900 personnes. Et puis en une rentrée, on a 687, si ma mémoire est bonne, élèves. Oui. Et dedans, on a 470, un peu plus, de garçons. Les femmes, elles sont à la traîne. Ça n'intéresse pas trop les femmes ou bien? Non, mais, je suis très très ravi de voir que vous vous intéressez effectivement à notre école. Parce que vous avez toutes les informations. Bon, on ne peut pas bien nos émissions. Vraiment, je ne vous ai pas fourni ces informations, mais je vois que vraiment vous faites un travail de fourmi. Et ça, c'est très bien. Comme on vous a dit, c'est notre ambition affichée. D'accord. Pour qu'il y ait effectivement un développement et un rayonnement de ce secteur-là. Que le Burkinabé comprenne que notre avenir, notre développement économique et social durable, le choc n'est rien d'autre que l'élevage d'abord. Et d'ailleurs, c'est le parent pauvre, si vous avez remarqué, quand on donne, tout de suite, vous allez voir en fin d'année, bientôt, il y aura l'Assemblée nationale, ils vont vite voter les budgets, vous allez voir que la part, lui, à l'élevage soit très infime, mais il faut que les décideurs comprennent qu'il faut d'abord développer l'élevage. Parce qu'on dit l'agriculture, avec grand A, qui s'accapare pratiquement de tout,
et l'élevage se retrouve avec une infime partie et l'élevage n'est pas trop développé. Nous, on dit non, il faut commencer à développer le secteur de l'élevage. Et c'est pourquoi, depuis que nous sommes arrivés à la tête de notre institution, si vous avez remarqué, nous avons commencé à former. On a essayé d'augmenter nos capacités d'accueil. Et ça est en train de s'augmenter parce qu'il y a un amphithéâtre de 517 places qui est en construction, qui très bientôt va finir. Et si ça finit, nos capacités d'accueil ne feront qu'augmenter. Et d'ailleurs, comme vous avez dit tantôt, je pense qu'on va arriver à ça, mais une institution qui vit, une institution qui fonctionne naturellement, cela va créer des jaloux. Cela va créer des remous. Parce qu'on avait l'habitude de faire comme ça. Mais maintenant, plus que jamais, on a décidé de changer. On a décidé d'aller de l'avant, de prendre notre destin en main, de se battre. Naturellement, vous allez trouver des gens qui vont dire « Moi, je suis ici, ça fait 20 ans. C'est jamais comme ça. Toi, tu viens d'arriver, toi, un jeune, un petit, tu veux faire comme ça. Attention, tu veux quoi ?» Souvent, ils ne vont pas te dire en face. Par hypocrisie. Derrière toi, ils vont poser des actes pour t'empêcher donc de mettre en place effectivement ce que vous voulez. Combien pour ce pays? Vous êtes arrivé en 2017, vous avez fait face à quoi? Parce que je sais qu'on va y arriver. Oui, le problème parce qu'on a parlé de cliniques, on a parlé de 5 personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui à un moment donné refusaient. Donc le détachement a été... Voilà, d'y aller. On dit qu'avant vous, ça fermait les dimanches, les jours fériés, la demande elle était forte, vous venez, vous voulez changer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a eu des bisbilles au sein de l'INESA. Merci beaucoup, monsieur le juge. Il faut dire qu'effectivement, nous, on a été nommés le 8 novembre 2017 et on a pris service le 30 novembre 2017. D'accord. Et quand nous sommes arrivés, mon prédécesseur, durant la cérémonie de passation, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, je vais vous jeter la patate chaude parce qu'il y a un problème sérieux au niveau de la clinique de l'INESA. Les travailleurs ont refusé de travailler et tout est fermé. Et comme ça n'allait pas, lui, il a pris une décision pour tout fermer. Donc, il me jette cette patate chaude. Alors que, vous savez bien, la clinique, comme j'ai dit, la santé animale est avant-gardiste de la santé humaine. Ah, bien sûr. Alors, si vous regardez, la vocation de cette clinique, c'est quoi? Parce que nous mettons en observation les chiens mordeurs. Alors que nous savons bien en santé animale que tout chien mordeur est suspect de rage. La rage, c'est une maladie zoonotique grave. Une fois déclarée, il n'y a pas de traitement. Ni pour l'animal, ni pour l'humain. Alors que je disais tantôt, la vie humaine n'a pas de prix. Et tout ce que nous faisons en santé animale, c'est pour la vie humaine. Tout ce que nous faisons, c'est pour la vie humaine. La qualité des produits d'origine animale, la santé des animaux, la santé des humains de façon générale. C'est pourquoi on dit que le vétérinaire soigne l'humanité. Mais imaginez que cette clinique qui a vocation de soigner l'humanité et qu'on ferme. Vous voyez qu'il y a un problème. Tout de suite, à la fin de la cérémonie, le même jour, c'était la première rencontre que j'ai faite. J'ai convoqué tout le personnel. Et nous avons fait une rencontre. Vous voyez que j'ai démarré avec vraiment quelque chose de très chaud. Et j'avais à préparer le conseil d'administration au plus tard le 31 décembre. Donc j'avais 30 jours avec beaucoup de dossiers. Et je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais je sais que si en off vous avez certaines informations, je pense que vous allez me féliciter pour beaucoup de choses. Comment on a fait pour y arriver aujourd'hui pour que l'institution reste debout. Mais ce jour, avec le personnel, de commun accord, on a décidé d'ouvrir la clinique. Et j'ai pris leur doléance en compte et j'ai dit, je vais transmettre le 31 décembre. C'était la date que j'avais choisie avec mes collaborateurs pour le conseil d'administration. Quelles étaient ces doléances, justement? Ces doléances, ils demandaient qu'on leur donne une rétribution, si vous voulez, quelque chose pendant les week-ends. Samedi et dimanche. Et on a 2 heures par jour, ou les jours fériés. Parce qu'on ne veut pas fermer totalement, on appelle ça une permanence. Alors, donc, ils demandaient effectivement de l'argent. 5 000 francs par heure. Par exemple, samedi, c'est 2 heures, et dimanche, c'est 2 heures. Donc, par week-end, c'est 4 heures. Et c'est une fois par mois. Puisque
des équipes tournantes en fait. Donc on a fait des équipes tournantes, donc par groupe de 3-3, où les gens passent. 3-4 quoi, les gens passent, ce week-end c'est votre groupe, l'autre week-end c'est votre groupe, ainsi de suite, et par groupe vous passez une fois dans le mois. Donc ce qui veut faire grosso modo 20 000 francs qui le réclament en sus, voilà, de leurs salaires, de leurs avantages en sus par mois en fait. Et bien j'ai dit, ça c'est pas un problème, on va régler ça. En tant que jeune DG, je vous assure que c'est ma première fois d'être élu DG. Et j'étais très joyeux et puis je veux que tout marche. Parce que, voilà, et j'ai pris l'air d'Olian, ils étaient tous contents et on est allé. Et en conseil d'administration, j'ai posé le problème. Tenez-vous bien que c'est le délégué du personnel même qui a fait la genèse des choses. Puisque mais moi j'étais aussi à l'école, je connaissais un peu le truc, puisque dans le temps on ne faisait pas, on faisait le travail, mais on ne payait pas. Moi-même je faisais tout le week-end. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. J'étais là tout le temps. Tout le temps. Et du lundi à dimanche, j'étais à l'école. Je donne cours du matin, 8h jusqu'à 20h. On me connaît pour ça. C'est pas pour me venger. Et on était à la clinique, je partais. Parce que je me dis, jeune, j'ai appris un peu, je vais apporter ma modeste contribution et partager le peu de connaissances, le peu de savoir que j'ai avec les plus jeunes ou avec mes collaborateurs. Et on faisait comme ça. Donc, le délégué du personnel, elle a fait la genèse pour dire que non, on ne payait pas, on faisait ça gratuitement, gracieusement, et cela était récupéré, récompensé et compensé le lundi. Le groupe qui a eu à faire la permanence, alors, le lundi matin, c'était un arrangement. Et ce groupe-là reprenait qu'à partir de midi, si vous voulez, c'est dans la soirée, ils viennent. C'est-à-dire, ils récupéraient la matinée. D'accord. Vous comprenez? C'est comme une compensation. Puis on s'est dit qu'il a travaillé le week-end, et le matin, lundi matin, et le groupe-là ne vient pas. Et il y a un autre groupe qui est là, naturellement. Et le soir, ils reprennent le service. Maintenant, comme ils demandent qu'on paye effectivement ça, et puis ils ont fait allusion au niveau de la santé humaine pour les gardes. Alors, les conseillers se sont prononcés, ils ont dit qu'il n'y a aucun texte qui parle de permanence au Burkina. Il n'y a pas. On a fouillé, il n'y a pas de texte, de règlement quoi. D'accord. De base juridique. Donc du coup, ils disent qu'on ne peut pas payer ça. Sinon ça devient un détournement, c'est un problème. Et le conseil a tiré les conclusions pour dire qu'on ne peut rien faire, les gens doivent faire du bénévolat. Comme on a l'habitude de le faire, vous le faites et le lundi vous récupérez. Tout de suite, au sorti du conseil, j'ai convoqué une assemblée générale. Contrairement à ce que d'autres disent qu'on communique peu, c'est pas vrai. Nous communiquons. Nous communiquons en ce sens que nous sommes tellement... Puisqu'on fait l'ASG, Assemblée Générale, chaque rentrée, avec tous les étudiants dans la cour de l'école. Nous sommes l'une des rares institutions qui fait ça, avec tous les étudiants en Assemblée Générale. Et on donne le règlement intérieur à tout le monde, on discute avec. Et on fait des AG avec les étudiants à plusieurs reprises. Par exemple, si on prend 2020, surtout avec l'avènement du coronavirus, on a eu à faire au moins 4 à 5 Assemblées Générales des étudiants. Voilà. C'est un exemple. Avec le personnel, nous faisons des AG. Et naturellement, les rencontres statutaires, nous les faisons. Conseil de direction et que sais-je encore. Donc voilà. Et tout de suite, j'ai rencontré le personnel pour leur faire le point. Normalement, c'est le travail du délégué du personnel. Mais moi-même, je les ai convoqués, y compris le délégué, tout le monde. Et justement, c'est ça le problème, parce que ce qui nous revient, c'est quand vous avez envie de parler au personnel que vous initiez ces rencontres-là. Quand c'est eux qui ont besoin de vous adresser la parole, ils ne trouvent pas interlocuteur. Non, vous savez, c'est toujours comme ça. Dans la vie, c'est pourquoi les grands pensants, les grands savants, les grands chercheurs, les grands philosophes ont toujours dit que la vérité est universelle. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité, mais c'est le juste milieu qui est la vraie vérité. Sinon tout le monde a raison. À la limite, on dira tout le monde a tort. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un est face à une situation, il tire toujours la couverture sur soi. C'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai beaucoup apprécié votre démarche. Beaucoup. Et tout de suite, j'ai accepté avec spontanéité de venir sur votre plateau pour échanger. Parce que, et on a vu certains journalistes, je ne sais pas, puisque pour moi,
le journalisme, le journaliste doit être impartial, pour moi. Le journaliste doit être impartial. Mais il y a eu des journalistes qui sont venus et qui ont échangé avec, par exemple, des étudiants. Et même le personnel dont on était sur ça, au niveau de la clinique, et ils n'ont pas écouté l'administration. Est-ce qu'on a refusé de les recevoir? Non. Mais après, les gens, c'est plus facile, ils disent, ouais, l'administration ne trouve pas. Même le journaliste qui est venu faire, je ne vais pas citer le nom de la télévision, qui est venu interviewer les étudiants pendant les grèves, quand j'étais absent, j'étais en congé, en plus. Mais j'avais un intérimaire, mon secrétaire général était mon intérimaire. Il m'a fait le point. Il est descendu lui-même, allait dire aux journalistes, le journaliste avait fini d'interviewer les étudiants, il a dit, venez aussi écouter l'administration. Il a dit que le journaliste ne voulait pas venir, mais il a insisté, le journaliste est venu dans son bureau. Ils ont échangé, il a dit toute la vérité, mais le journaliste est parti. Mais à sa grande surprise, à notre grande stupéfaction, quand il a fait l'élément, il n'y avait pas la version de l'administration. On dit que l'administration n'était pas là, ce n'est pas vrai. Comment l'administration ne peut pas être là? Soyons sérieux. Vous dites, vous finissez avec le conseil d'administration, vous venez, vous rencontrez, vous décidez de faire une AG avec tout le monde et vous leur partagez donc la décision du conseil d'administration. Et là commencent les problèmes alors. Oui, on peut dire comme ça, mais ce n'était pas un problème. Quand je les ai dit, tout de suite, puisque moi je suis un chercheur, il ne faut pas poser un problème sans proposer une solution. Toujours il faut proposer une solution. La solution peut être difficile à trouver, mais il faut toujours proposer. Alors nous avons proposé une solution. On leur a dit, le conseil d'administration a dit de ne rien faire dans ce sens. Voilà que de continuer comme on avait l'habitude de le faire. Mais moi, en tant que premier responsable, et comme je souhaite le bon fonctionnement de mon institution, voilà ce que je vous propose. En allant même à l'encontre de la décision du conseil d'administration, vous voyez, ça c'est de l'indiscipline en quelque sorte. Mais je veux que tout marche à merveille. Et c'est là que j'ai dit, tout simplement, voilà, en lieu et place, vous voulez 20 000 francs, mais comme le conseil a dit qu'on ne peut pas vous donner 20 000 francs, l'administration prend l'engagement de vous donner du carburant pour les déplacements, le week-end, pour venir. Et on a décidé de commun accord qu'on va donner 5 000 francs de carburant à chaque agent. Par mois. Par mois. Et ils ont accepté. Ce jour, on a applaudi, on était tous contents. Nous sommes partis. Et le climat est revenu, tout est correct, serein. Le climat était serein, le travail s'est déroulé et on était tous contents. Je vous dis, dans la vie, il n'y a rien, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, toujours quand vous voyez quelque chose, il y a des effets, il y a quelque chose, il y a une cause à quelque part. Nous, quand nous sommes arrivés également aussi au niveau de l'école, on avait constaté que les travailleurs, chacun venait à l'heure qu'il voulait. Donc, souvent, d'autres viennent à 9h, d'autres à 10h, d'autres même ne viennent pas souvent. Il peut taper dans la semaine, souvent il peut faire toute une semaine, tu ne le vois pas. Eh bien, on a dit non, il faut revoir ça. Parce qu'on sait qu'il y avait ce problème. On dit il faut recadrer. Et il y a un règlement en la matière, au niveau de la fonction publique, il y a un test. Et on a demandé à notre directeur des ressources humaines et de faire sortir ce texte et de donner à tous les agents. Et on a affiché, et tout le monde est au courant. Puis on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous, on dit il faut donner, malgré tout. Maintenant, les gens ont commencé à venir à l'heure. D'autres, non, ils faisaient comme ils voulaient. Donc, ils partaient, le DRH s'arrêtait à la porte et il pointait l'heure d'entrée de chaque personne. Je vous dis. Et j'ai apprécié ce travail. C'était formidable. C'est moi qui ai demandé. Et je vois que le directeur, il fait le travail, le DRH fait le travail avec amour et il fait bien. Et on a constaté que quelques personnes continuaient à ne pas venir. Toujours à l'heure, ils faisaient comme ils voulaient. J'ai dit, il est venu me faire le point. Il dit, il faut les rencontrer, échanger avec eux pour voir, puisqu'on est en société, on ne sait jamais, peut-être il y a des questions sociales. Alors il a fait ce travail, il est venu, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. D'autres, le nombre a diminué, mais il y a quelques-uns, 2 ou 3, qui ont continué en fait à faire du sabotage, toujours. Alors j'ai demandé au DRH, il dit, en de pareilles circonstances, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que moi, je suis un jeune DG, je n'ai pas... voilà, puisque quand on m'a nommé d'ailleurs, j'étais en ce moment à l'étranger, au Luxembourg. J'ai tout entendu. Il y a des gens qui ont dit que le jeune DG qu'on a nommé, s'il ne s'adosse pas à nous, on lui donne 3 mois. On lui donne 3 mois pour qu'il out. Ah oui. Oui, que dans tous les cas, il ne va pas dépasser 3 mois. Puis c'est un jeune. D'autres ont dit qu'il est intelligent, mais il n'a pas d'expérience. Bon, déjà, ils ont reconnu que je suis intelligent. Puis j'entends des choses, ils disent que moi j'ai dit, je n'ai jamais dit. Ils attribuent, ils disent que non, que je me vante, que j'ai combien de doctorats, que j'ai combien de masters. Mais c'est la vérité et je n'ai jamais dit. Je parle comme Jésus-Christ. Quand Pilate lui posait la question, il dit, mais tu l'as dit. Mais c'est eux qui ont dit. Mais c'est pas moi. Mais c'est la vérité. Donc, ils ont dit qu'il est intelligent. Et mais ils reconnaissent mais il n'a pas d'expérience. Mais l'expérience, c'est quoi? On apprend. On va se concentrer sur certains points. Donc, très vite, je termine. Parce que quand on a fait ça, il a dit, le DRH a dit de faire qu'on fait en de pareilles circonstances, on leur adresse des lettres d'explication. D'accord. J'ai dit, bon, initier le projet, ils ont initié, j'ai signé, ils ont pris, ils ont transmis par voie normale. Et quelques jours après ça, moi je suis allé à ma toute première mission, c'était à Dakar. Ma toute première mission en tant que DG à l'étranger. Et tenez-vous bien, ils ont fait un mouvement. Le personnel, et ils se sont convoqués, voir mon intérimaire, ils ont pris la salle, ils ont fait leur AG et ils ont dit qu'au Burkina, voilà ce qui se passe, les gens partent comme ils veulent, mais pourquoi ce petit-là il vient, il veut qu'à l'ENESA, nous, on marche comme des enfants, il veut nous mettre au pas. Qu'il n'est pas question. D'autres disent que ça fait 20 ans ils sont là, et ce petit il vient, et il veut les prendre comme des petits enfants, qu'il n'est pas là. Et ils disent que je ne rentre pas dans mon bureau. Tout ça, j'ai entendu quand j'étais à Dakar. Mais je ne sais pas, Dieu faisant bien les choses, je pense que tout de suite, mon ministre même m'avait appelé, il m'a contacté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'être nommé, et puis tu es parti en mission, tu as toute l'émission, c'est chaud à l'école, je ne sais pas. Je lui ai dit non, bon, je l'ai expliqué. Donc il a envoyé naturellement des émissaires pour éteindre le feu certainement, et c'est ce qui a été fait. Et le calme est revenu. Quand je suis descendu de l'aéroport, tout de suite, j'ai été directement dans mon bureau et j'ai convoqué tout mon staff. Je ne suis pas rentré à la maison, hein. Tout le staff, et c'est là, j'ai entendu toutes sortes de choses. Des choses que des gens m'avaient donné l'information quand ils n'étaient même pas encore arrivés pour prendre service. Voilà le DRH, puisqu'ils avaient vendu le DRH pour dire que c'est lui qui avait initié la note et le personnel voulait s'en prendre à lui, c'est lui qui tout. Et puis au finish, les gens ont commencé à dire oui, quand on avait nommé le DG, il n'était pas encore rentré, c'est pas vous qui êtes rentré dans mon bureau, qui avez dit qu'on lui donne 3 mois, c'est pas vous, entre les directeurs là, il y a un directeur. Il y a eu des lassés. Les gens se sont abandonnés, ils se sont dit des trucs, là, d'autres sont les pour sortir, j'ai dit asseyez-vous. Mais il y avait des sueurs ce jour. Mais aujourd'hui, parce qu'on est pratiquement. Avec vous, l'explication est quand même longue. Il nous reste 3 ou 4 minutes pour terminer l'émission, ça va très vite. Okay, très mais bien. Aujourd'hui, quelle est la situation à l'EDESA? Ok, donc aujourd'hui, le calme est revenu parce que, après, comme j'ai dit depuis 2017, au niveau de la clinique, il y a eu des petits trucs. Et après, quand ils avaient pris, je vous ai dit, il n'y a pas de truc sans cause. Et il y avait des gens, naturellement, qui voulaient s'en prendre à moi. Ils ne peuvent pas le dire en face. Parce que d'autres se disent que le petit veut nous mettre au pas, il faut tout de suite le faire partir d'ici, pour qu'on ait la paix, pour que tout. Et c'est là, d'autres ont tapis dans l'ombre, travaillent souvent, je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est normal. Pour une institution qui vit, quand vous regardez l'ENESA, ceux qui connaissaient l'ENESA avant 2017, et qui passent aujourd'hui à l'ENESA, mais on ne pouvait pas indiquer l'ENESA à quelqu'un. Mais aujourd'hui, l'ENESA, il y a une visibilité. Exactement. Il y a une visibilité. Vous voyez, on a tout de suite, on a fait la clôture de l'école, on a fait la clôture au niveau de Boulbi, on a une ferme d'application de 15 hectares à Boulbi, à la sortie de la ville de Ouagadougou. On a construit 2 étangs pour production donc, de poissons, la pisciculture. On a construit des poulaillers au niveau de Boulbi, la réfection de notre bâtiment, tout le bâtiment, vous avez vu, on a fait couleur bleu-blanc, le mur, la devanture, si vous avez vu, on a mis des statuettes, on a mis totem. Aujourd'hui, c'est facile de reconnaître l'ENESA. L'ENESA a changé de visage. Et cela fait que d'autres même se disent, mais tiens, cette boîte, ça vit.
ça veut dire que ça fonctionne dedans. Et ça veut dire qu'il y a à manger, à boire dedans. Il faut faire partie pour venir. Donc, il y a tout, il y a des jaloux, il y a des gens qui veulent, c'est normal. Et moi-même, c'est ça qui est bien. Parce que c'est dynamique, ça fonctionne. Également, si vous regardez, on a fait acquisition de matériel roulant, construction de l'amphi et de rôle de technologie, lait et viande. Parce qu'on a dit pendant combien d'années, Burkina Faso, on exportait nos animaux sur le pied. On a dit non, il n'est plus question. Il faut transformer. Donc, ce rôle c'est un outil pédagogique qui est très bien. Et on va apprendre à la découpe de la viande, transformation de la viande en conserve, saucisson. Il y a également le volet lait pour la transformation du lait, la fabrication du yaourt, les produits dérivés, fromage, beurre, etc. Et même vous pouvez venir si vous avez envie de vous exercer. Et puis pour frimer avec madame, vous pouvez venir en 5 jours apprendre à fabriquer du yaourt par exemple, ou bien du jambon, etc. Donc aujourd'hui on a fait ça. Comme je vous ai dit, un amphithéâtre de 517 places est en construction. Bientôt ça va finir. Également, si vous regardez, on a créé un site web avec une bibliothèque virtuelle pour être ouvert au monde, puisque c'est une visibilité que nous voulons donner. Également, nous avons créé une infirmerie. Vous comprenez? Depuis notre arrivée, c'est ce que je suis en train de vous citer, entre autres. On a également instauré une bourse d'excellence qui n'existait pas pour les meilleurs étudiants dans nos différentes promotions. On a même envoyé cette année au Maroc 6 étudiants pour se perfectionner, des stages de perfectionnement, nos lauréats. Également, on a organisé le 40e anniversaire, qui a donné une grande visibilité. Vous nous avez invités sur votre plateau ici. Et également, on a fait le raménagement du terrain de sport. Nous avons également réhabilité un forage. Nous avons amélioré la qualité de la formation et du niveau même de l'enseignement au niveau de l'école. Parce qu'on a créé 2 nouveaux cycles. Le cycle des attachés de laboratoire, qui est un niveau supérieur, Bac plus 5. Également le cycle des ingénieurs d'élevage. C'est quelque chose. L'école a grandi en termes de niveau de qualité de formation. Et aujourd'hui, nous sommes ouverts au monde. Et on a eu à signer beaucoup de partenariats dans ce sens, avec des grandes écoles, des grandes universités à travers le monde. Dans le domaine, bien sûr, de l'élevage et de la santé animale et avec des universités. On a également changé le logo même de l'école. C'est pour dire qu'on veut donner une autre visibilité, du dynamisme à notre école. Bon, également, si vous voyez, on a consolidé les partenariats et il y a un grand projet qui est en cours, et la formation de 90 jeunes, 2 jeunes par province, une fille et un garçon en entrepreneuriat agricole pour booster les productions animales au Burkina et montrer que vraiment il faut ça. Et également, comme vous voyez, la construction d'une crèche, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de filles, comme vous dites, voilà. L'engouement, malheureusement il y a beaucoup de filles. Merci beaucoup. On ne pourra pas en tout cas continuer d'égrener le chapelet des réalisations au niveau donc de l'ENESA sous votre impulsion. On espère que les choses vont se poursuivre ainsi. On espère que le climat aussi permettra aux agents et aux étudiants donc de pouvoir travailler sereinement au sein donc de cette école de référence au niveau du Burkina Faso. Merci d'être passé nous donner en tout cas faire l'état de santé de votre école. Et on espère qu'on a apporté aussi éclairage à cette situation. On attendra de voir et puis on pourra revenir certainement avec les autres acteurs qui sont impliqués dans, en tout cas, la vie de cette école, l'ENESA. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain, vendredi, pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Merci d'être passé. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.